Bienvenue à Arrêt sur le monde. Des aéroports tout neufs, des ports, des routes, des chemins de fer aussi. La présence de la Chine en Afrique est très visible depuis 2 décennies, mais derrière le lustre des infrastructures neuves, on voit apparaître des fissures, au propre comme au figuré. De nouveaux ports et aéroports, des milliers de kilomètres de rails, des prêts avantageux. La Chine prend de plus en plus d'espace dans l'économie mondiale depuis une quinzaine d'années, notamment en Afrique. Les échanges commerciaux entre l'Empire du Milieu et le continent africain ont atteint 226 milliards de dollars en 2017, d'après un rapport de l'agence McKinsey. Pourtant, certains se méfient des intentions de la Chine. La dette des gouvernements africains explose et les observateurs internationaux reprochent aux pratiques chinoises de ne pas favoriser l'indépendance économique des pays concernés. Le fait est que beaucoup de ces investissements sont reliés à l'extraction de matières premières dont la Chine est très friande pour assurer son propre développement à long terme. Malgré ces critiques, le gouvernement chinois veut donner l'image d'une coopération bénéfique pour tous, dans laquelle la Chine contribue activement aux espoirs des populations africaines. Relier le continent au projet phare de la route de la soie pourra assurer l'avenir de l'économie africaine, selon le président chinois Xi Jinping. Pour lui, la Chine n'a pas vocation à s'ingérer dans la vie politique africaine. Les élites chinoises dénoncent par ailleurs les accusations de néocolonialisme qu'elles considèrent comme de la propagande occidentale. Différents sondages ont démontré que de nombreux Africains estiment que la Chine apporte un bénéfice à leur pays. Mais les avis restent très partagés. Ils ont apporté une concurrence parce qu'il y a encore quelques décennies de cela, les choses coûtaient absolument cher dans ce pays. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'avenue des Chinois, nous remarquons qu'il y a quand même des avancées du point de vue de tarifs et autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Nos invités pour parler de la place importante que la Chine occupe en Afrique. D'abord, Kim Giroir, elle est chargée de recherche sur l'Asie au Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal, le CERIUM. Elle est aussi chargée de cours à l'UDM et s'intéresse à la Chine moderne et aux notions d'impérialisme. Julie Dénommé, également chargée de recherche au CERIUM mais sur l'Afrique et consultante en développement international. Bonjour, merci d'être là. Merci. D'abord, dites-nous, quel est l'intérêt de l'Afrique pour la Chine? En fait, il y a trois volets pour cette relation-là. La Chine, elle base sa relation sur son idéologie. Elle va chercher... Elle dit qu'elle fait une relation sud-sud, donc d'égal à égal. Bien sûr, elle va aussi chercher des ressources naturelles. Elle en a besoin pour sa croissance, même si sa croissance ralentit, évidemment, elle en a besoin. Et l'Afrique en regorge. Oui, l'Afrique en regorge, évidemment, donc c'est un partenaire de choix. Et bien sûr, le troisième point, c'est qu'elle a besoin d'un appui politique, de plusieurs appuis, surtout sur plusieurs questions sur la scène internationale. Est-ce qu'on peut dire qu'elle profite aussi d'un partenaire plus faible qu'elle? Je laisserai ma collègue répondre, oui. Est-ce qu'elle en profite? Je pense que pour les Africains, ils vont vous dire que la relation Chine-Afrique est gagnante-gagnante. Ah oui? Et j'aurais tendance à aller dans ce sens-là. On aborde souvent cette question-là dans un paradigme un peu dans laquelle on voit toujours l'Afrique un peu victime, non? Donc, encore une fois, c'est ça, ouais. l'Afrique serait victime un peu du péril jaune. En plus, c'est 2 images occidentales très fortes qui s'entrechoquent ici. Mais je pense qu'il faut vraiment changer notre paradigme et puis peut-être prendre plus le point de vue des Africains et de la Chine et essayer de voir ça plus gagnant-gagnant. Alors, quelles sont les retombées économiques pour l'Afrique? Est-ce qu'elles sont intéressantes? Bien, c'est sûr qu'en termes d'infrastructures, la Chine a construit énormément d'infrastructures. Il y a aussi des prêts qui sont sans condition, comparativement aux prêts occidentaux qui viennent souvent avec des demandes de bonne gouvernance ou une émission qui est vue comme une émission, en tout cas, dans les affaires courantes internes africaines. Donc, c'est sûr que pour ça, c'est intéressant. Et puis, au niveau local, la Chine amène une démocratisation de la consommation. Ah oui? Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça le principal point pour les Africains. Par les prix plus bas? Par les prix plus bas. Pour les Africains, c'est la première fois qu'ils avaient accès à cette modernité-là. Mais est-ce que l'envers de la médaille est reluisant? C'est-à-dire, est-ce que les produits sont de qualité? Est-ce que les infrastructures sont de qualité? Est-ce qu'il y a une pérennité? Bon, les Africains commencent à dire que peut-être les infrastructures, parfois, c'est pas si intéressant que ça. Il y en a qui vont dire que quand on fait affaire avec la Chine une fois, il faut y faire affaire 2 fois parce qu'il faut les recommencer. Il y a aussi la question si vous voulez, de maintenir les Africains dans une position de dépendance, c'est-à-dire que comme ils achètent des produits chinois à très bas prix, ils ne sont pas encouragés, si vous voulez, à s'industrialiser, à produire eux-mêmes des produits finis. Donc, il y a forme ça. de dumping. Oui, un peu, oui, c'est ça.
Vous êtes d'accord avec ça? Bien, plus ou moins. Il y a certains pays, disons, par exemple, le Rwanda, qui est en train, avec l'aide de la Chine, de s'industrialiser. Puis certains parlent même qu'on va parler bientôt du Made in Rwanda. Mais on dit aussi souvent que la Chine construit des infrastructures avec sa propre main-d'œuvre et les travailleurs repartent ensuite. Donc, est-ce qu'on forme une main-d'œuvre africaine avec l'aide de la Chine? Bon, c'est sûr que la question des ouvriers chinois qui viennent travailler en Afrique, c'est en ce moment une source de conflit, mais on peut former d'autres types de main-d'œuvre. C'est-à-dire, on donne beaucoup de bourses d'études, par exemple. Les Chinois donnent beaucoup de bourses d'études. Et par exemple, les journalistes offrent des stages en journalisme en Chine. Donc, c'est peut-être pas la main-d'œuvre ouvrière, mais on forme à différents niveaux. Donc, tout ça entre dans ce qu'on appelle le soft power. Tout ça entre dans le soft power, mais ça fait aussi partie du développement que la Chine promeut en Afrique. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure de prêts sans garantie. Est-ce que c'est là aussi un des avantages de la Chine, comparativement peut-être aux anciennes puissances coloniales qui ne se mêlent pas, du moins en apparence de politique intérieure? Oui, absolument. C'est l'attrait des prêts chinois, c'est qu'il n'y a pas d'ingérence et il n'y a pas de demande de conditions, c'est-à-dire on ne va pas vous demander de faire quoi que ce soit avec ça. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les prêts et on ne vous demande rien en retour. On ne vous demande pas de respecter les droits humains, par exemple. On ne vous demande rien de ça. Donc, c'est vraiment libre à vous et ça fait l'affaire, bien sûr, des pays africains. C'est normal. Y compris de ceux à la démocratie moins forte. Mais on ne peut pas accuser la Chine non plus de privilégier un ou l'autre. Hein? Elle fait affaire avec les deux, avec des pays démocratiques et avec des pays plus autoritaires. Donc, ça fait l'affaire des deux. Hein? Mais c'est peut-être là encore une vision paternaliste occidentale de dire il faudrait que les prêts aident à l'amélioration de la bonne gouvernance. Exactement, parce qu'on le voit que, disons, par exemple, les pays occidentaux mettent ces conditions-là. Je ne suis pas sûre qu'en ce moment, c'est en train d'aider. Et puis, les pays africains ont une agentivité eux-mêmes. C'est-à-dire que même si on leur met des aides, souvent, ils ont des tactiques pour contourner nos politiques et puis les retourner à leur avantage. Donc, je pense pas que c'est vraiment la vision occidentale de dire qu'on est en train de bloquer le développement des droits humains avec... Alors, malgré tout ça, on accuse souvent la Chine de faire du néocolonialisme en Afrique. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Je devine que non. Non. On pourrait peut-être plus parler de néo-impérialisme, au pire, si jamais on veut aller dans cette lignée-là, mais c'est sûr que du néocolonialisme, je pense que la Chine n'a pas d'intérêt à aller coloniser l'Afrique en tant que telle. On est plus au niveau économique. Je suis d'accord avec ça, oui. 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 Donc, sur la notion de néo-impérialisme, c'est-à-dire que je vous laisse élaborer? Oui, bien, je pense que la Chine est en train d'un peu, au niveau macro-international, elle est en train de changer le point focal des relations internationales et puis en train de s'établir comme une puissance mondiale. Donc, je pense que c'est dans ce niveau-là qu'on peut parler de... Oui. Et somme toute, sa présence en Afrique, est-ce qu'elle aide l'Afrique à émerger, à se développer? Oui, moi, je pense que là, c'est vraiment, comme j'ai dit déjà, au niveau de la consommation, de la démocratisation, les Africains ont accès. Il y a des nouvelles infrastructures. On ne peut pas prévoir les impacts d'un développement. Donc, je pense que juste le fait d'encourager la croissance de l'Afrique, qui sait quelles vont être les conséquences? Et ça permet aussi à l'Afrique de marchander, parce que là, l'Afrique a d'autres possibilités que les traditionnelles anciennes puissances coloniales. Oui, absolument. Ça lui donne des leviers, en fait. Parce que si elle veut des prêts, si elle veut demander soit des prêts ou soit des dons ou quoi que ce soit, elle a un levier, peut dire, écoutez, si c'est pas vous, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et les puissances traditionnelles, occidentales, le voient ça et changent leur attitude graduellement aussi. Alors justement, c'est ce que je vais vous demander. Comment réagissent les anciennes grandes puissances pour qui l'Afrique est, pour prendre l'expression consacrée, leur précaré? Oui. Ça dépend lesquels. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a vu que les États-Unis réagissent très mal. Avant Noël, il y a eu le discours de John Bolton où il a vraiment accusé la Chine d'avoir une attitude prédatrice et puis vraiment mis comme un peu l'enfer qui attend l'Afrique. Et puis, donc ce discours-là est amplifié par les États-Unis et les puissances occidentales, à votre avis? Ouais. Je pense, oui. Oui, je suis d'accord. Oui. Je suis tout à fait d'accord. On a le même chose oui, aussi. oui, absolument. Alors, est-ce que la population africaine, elle, tire avantage de ces échanges-là? Tout à l'heure, vous parliez de la possibilité d'avoir accès à des produits. On parlait de bourses d'études. Concrètement, là, pour le commun des mortels en Afrique, ça change. C'est ça, quoi? oui. Je pense qu'il y a ça. Il y a le niveau là, de la consommation, les bourses d'études. Il y a aussi la Chine met de plus en plus de centres Confucius. Donc, c'est un peu des centres pour diffuser la culture chinoise. Mais par exemple, on offre des cours de mandarin gratuits. C'est plein. Les Africains sont en train d'aller suivre ces cours-là. Donc, ils savent tirer ressources de ce développement-là. Je pense que c'est ça souvent qu'on oublie. Les Africains sont des acteurs. Et donc, c'est pas juste la Chine qui est en train d'être un prédateur. Les Africains
en tirent quelque chose. Et comment peuvent-ils en tirer mieux profit? Parce qu'on parlait de certains défauts tout à l'heure, la qualité des infrastructures, ces choses-là. Oui, je pense que... La main-d'œuvre. Il y a la qualité des infrastructures, mais il y a surtout d'exiger davantage de leur gouvernement. Le gros problème en ce moment, c'est l'opacité. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas trop comment se négocient les contrats. Et donc, je pense que là... Et puis, il y a une autre partie qui serait peut-être aussi les questions des droits du travail. Les Africains aussi, parce que souvent, il y a de plus en plus de conflits autour des conditions de travail des entreprises chinoises. Donc, c'est de plus en plus les travailleurs africains vont manifester. Et on le voit, c'est assez récent, mais de plus en plus, la Chine, les entreprises chinoises vont ajuster leurs pratiques, notamment tout ce qui est question environnementale, les droits des travailleurs. Donc, les entreprises chinoises commencent à entendre le message quand il y a un peu de pression aussi du côté africain. Donc, souvent, ça vient de la base, ça vient des travailleurs, et ensuite, ça peut se traduire plus haut dans la pyramide, si vous voulez. Donc, voilà. Alors, si je résume, la Chine, contrairement aux anciens grands partenaires économiques de l'Afrique, laisse davantage de latitude aux Africains pour solutionner eux-mêmes leurs problèmes, pour se développer eux-mêmes sans les prendre par la main. Elle laisse davantage de latitude aux dirigeants africains. Après ça, il y a un jeu qui se pose entre la population et les dirigeants. Je pense que c'est ça qu'il faut souvent différencier. Et puis, c'est là où se trouve le nœud du problème. Comment est-ce que les populations africaines vont exiger de leurs dirigeants une meilleure transparence? Mais c'est la question qu'on se pose depuis la grande période de la décolonisation. Comment aider la démocratisation en Afrique? Et jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé la réponse, visiblement. Oui, exactement. Est-ce que c'est la démocratisation? Est-ce que, je ne sais pas si c'est le terme qu'eux voudraient utiliser, mais oui, une meilleure reddition des comptes de leurs dirigeants, ça, c'est clair. Vous alliez ajouter quelque chose? Ça va, non, une reddition des comptes, oui, voilà. C'est surtout ça. Kim Giroir, chargée de recherche sur l'Asie au Cerium, et Julie Dénommé, chargée de recherche sur l'Afrique au Cerium. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.